Hello chers téléspectateurs, nous voici encore une fois avec Madame Yvette Tabou, qui n'est pas n'importe qui, la ministre provinciale de la Culture. À chaud, Madame Yvette Tabou, quand une femme ministre de la Culture provinciale entend parler de musique, comment elle définit de la belle musique? Je ne vais pas parler d'une femme, je vais parler de moi pour dire comment est-ce que moi je définis la belle musique. C'est cette musique qui suscite en moi des émotions. Et par rapport à cette émotion-là, moi, je peux apprécier telle ou telle mélodie. Je peux passer de la musique classique au rap, au R&B, du jazz, de la rumba, toutes sortes de musique dans la mesure qu'en moi, ça suscite l'émotion, qui est la joie, la tristesse, qui me touche. Je dirais, il y a des musiques qui peuvent me toucher par rapport à... Il y a une chanson particulièrement de mon père qui me touche toujours parce que c'était un cadeau que je lui ai offert. J'ai chanté pour lui. Je ne sais pas du tout chanter, mais ce jour-là, j'avais dit que j'allais lui chanter. Nous lui ferait donner un tout petit peu. Je vais essayer, mais bon, il faudra vraiment m'excuser parce que j'ai une voix de grenouille. C'est la chanson, c'était sa chanson, une de ses chansons préférées, sa propre production, composition, c'est Pogina. Ok, je connais Pogina. Vous connaissez Pogina? Mais j'aimerais bien l'entendre de vous. J'espère que j'aurai encore les paroles. C'est enfin, c'était ça. Bonjour la fausse modestie en tout cas. Madame a une voix d'ange. On a essayé. Mais bon, à part la musique, la culture, ce n'est pas que la musique. Je pense que vous avez une grosse responsabilité face à la vice-province de Kinshasa en termes de culture. Et quelle est votre politique culturelle? C'est quoi votre vision de la culture, de manière personnelle? De manière personnelle, j'aime traiter, étant issu moi-même du monde culturel, à travers mon père et surtout même mes frères et tout ça, et mes enfants, des artistes musiciens, interprètes, musiciens, compositeurs, ça fait que j'ai la culture, lorsqu'on parle de la culture en termes artistiques, en moi. Et la politique culturelle, je suis arrivée à mon ministère avec ce projet en chantier. Nous sommes en train de travailler pour définir la politique culturelle. Parce que, étant ministre provincial, j'applique les directives qui viennent du niveau national. C'est une question de cohérence. Et donc, la politique en général culturelle du Congo se définit au niveau national et nous savons alors à ce moment-là ce qui doit être appliqué au niveau provincial. C'est un chantier. Par contre, à mon niveau personnel, la culture, ce n'est pas que la musique, vous l'avez dit ici, c'est l'art plastique, c'est l'art visuel, c'est la danse, parce qu'une des émotions que suscite en moi la musique, c'est la danse, c'est l'art culinaire, c'est le théâtre, c'est le cinéma, le 7e art. Donc, il nous faut vraiment promouvoir notre culture et toutes ses expressions. Et je rentre beaucoup en contact avec les artistes par rapport à cela, et je découvre qu'il y a une telle effervescence à Kinshasa que 70% des artistes de la RDC finissent toujours par venir vivre et s'installer à Kinshasa. C'est un vivier. Et je me permets parfois de dire pétrole, mais surtout une mine. C'est vraiment un minerai pour nous à exploiter. Exactement. Vous avez, parmi les différentes disciplines que vous avez citées, qui constituent l'ossature de la culture, vous avez parlé de la danse, vous avez parlé du théâtre, vous avez parlé du 7e art, de l'art culinaire, des disciplines qui concernent particulièrement les femmes aussi, de manière qui épingle un tout petit peu la femme.
Et vous pensez réellement que la femme a une grande place dans la culture congolaise? Moi, je pense que la femme a une grande place. Parce qu'il faut toujours faire une distinction entre le rôle professionnel qu'on donne aux femmes et leur place dans la société. Si on regarde bien aujourd'hui, les personnes qui tiennent les ménages, même surtout les ménages en général sont les femmes. Quand je dis professionnellement parlant, parce que les hommes ont tendance à aller chercher un travail dans un bureau ou essayer de s'installer à leur propre compte, être artiste indépendant. Mais la personne qui fait bouillir la marmite, de plus en plus, on voit que c'est les femmes avec leur commerce, même effectué dans l'informel. Et alors, on réalise qu'elles ont une place importante. C'est quand même, pour la RDC, plus de 50%. Donc 51%, je pense que c'est de la population, ce sont les femmes. C'est elles qui, avec leur petit métier, leur petit commerce, tiennent les familles, comment on dit, la survie des familles. Je peux dire qu'aujourd'hui, je vois peut-être qu'il y a le chauffeur qui est en train de nous conduire. Je suis sûre et certaine que sa femme, elle est quelque part en train de vendre. Vous venez de dire quelque chose de très important et je m'en réjouis. Et bientôt, on célébrera la journée internationale de la femme africaine. Pensez-vous aujourd'hui que la femme congolaise, la femme artiste congolaise a pu marquer son temps fort, ou aujourd'hui que la femme congolaise a une énorme place? Comment dire? Vous pensez vraiment que si on laissait uniquement le porte-étendard de ce mouvement, de cette mouvance à la femme artiste congolaise, elle pourrait tenir les rênes jusqu'au bout? Oui, tout à fait. Je le dis, je suis convaincue parce que quasiment dans toutes les disciplines artistiques, on trouve des femmes. Et je pense que vous n'allez pas me contredire. L'art culinaire, il y a des femmes, il y a des hommes. Plastique, la même chose. Photo, la même chose. Dans la musique, je parle bien dans la musique, on dit celles qui jouent des instruments existent, que ce soit piano, que ce soit guitare. On voit aussi des femmes chanteuses, des femmes réalisatrices. Donc, les femmes sont partout. Je vais parler que si dans un secteur, dans un domaine où on peut parler de cette égalité, c'est bien dans le domaine artistique. Pour moi, elles peuvent être des porte-étendards facilement. Et elles assumeront cela. En tant que personne qui influence le domaine de l'albinisme, lié à l'albinisme, et moi-même coordonnateur d'une ASPEL, j'estime qu'il y a beaucoup de femmes albinos, surtout dans le domaine artistique, parce que déjà la femme albinos représente 3% de la population congolaise, ce qui fait plus de 2 millions d'albinos, et parmi ces 2 millions, il y en a au moins 1 million, plus d'1 million de femmes. Mais pourquoi aujourd'hui, d'après vous, il n'y a pas assez d'émulation de femmes albinos dans le domaine de l'art? Est-ce parce qu'on ne leur donne pas une égalité de chance, ou le problème vient d'autre part? C'est quoi l'analyse que vous faites, d'abord en tant que mère et en tant que responsable culturel, les femmes? Bon, je vais dire, vous parlez pourquoi votre question c'est de dire, une de vos questions c'est de dire pourquoi est-ce qu'on leur donne pas la place dans l'art? Non, je réitère ma question. La question c'est de savoir, puisqu'il y en a déjà beaucoup de femmes artistes albinos, parce que moi-même femmes artistes albinos, ouais, ok, il y en a ça beaucoup, va. mais on n'en voit pas l'émulation en fait. Vous savez, là-dessus, ce que je pourrais répondre, parce que j'apporterai ma solution à la fin, c'est un peu comme en tout. Est-ce que vous ressentez que c'est comme une discrimination particulière, ou c'est juste qu'on ne les voit pas parce qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus? Vous savez que le milieu artistique ici chez nous, c'est vraiment un super grand potentiel
qu'il y a beaucoup de gens qui s'expriment artistiquement. Ok? Alors, le taux d'albinos, comme vous dites, ou de femmes, hein, qu'est-ce qu'elle propose? Est-ce que même les personnes qui ont beaucoup de talent parfois n'arrivent pas à émerger? Est-ce qu'elles font partie de ces personnes-là? Peut-être, peut-être pas. Par contre, il peut avoir une forme de discrimination possible. Parce que déjà, dès le départ, en parlant en général de cette communauté, je vais l'appeler comme ça, on ne devrait pas. Parce que ce n'est pas parce qu'on est albinos qu'on n'est ni noir ni blanc. On fait partie d'un groupe. C'est juste la couleur. Moi, je parlerais que la teinture, la tendance de la couleur de la peau. Mais quand j'étais enfant et qu'on nous parlait des albinos, c'était comme quelque chose de... on en a eu, j'ai de la famille, j'ai des membres de ma famille qui sont albinos. Mais c'était toujours quelque chose de spécial. Là, je vois, c'est mon souvenir d'enfant. Et puis après, j'ai plus trop été confrontée à ça, je ne me suis pas trop posé de questions. Parce que dès le moment c'est un membre de sa famille, déjà on a l'acceptation. On devait juste faire attention, on nous disait il ne doit pas être trop au soleil. Ça, c'en est enfant, hein. C'est des souvenirs que je retiens. Après, pour moi, il n'y a pas à faire de différence. Mais il y a des tribus, pour certaines tribus, où on leur prête beaucoup de superstitions en fait autour des albinos. Suite à ça, il y a le problème de la discrimination qui se fait. Maintenant, est-ce que cette discrimination, suite à ces superstitions, suite à ce stigmate, est-ce que ça rejaillit aussi sur les femmes albinos? Ça, je ne sais pas. Par contre, vous avez parlé de ça. Moi, personnellement, je suis en train de préparer une activité sur les femmes albinos. C'est celle que je veux mettre en avant le 31 juillet, le jour de la journée de la femme africaine. Ah, ça c'est une très bonne chose. Ça, ben oui, justement, parce que j'ai ma tante qui organise des défilés de mode avec des mannequins albinos et tout ça. Et je lui avais demandé si je pouvais faire une émission avec des femmes albinos et surtout voir aussi d'autres sujets qu'elle pourrait traiter avec moi ce jour-là. Donc on est en train de préparer ça. Pourquoi j'ai pensé à elle? Parce que le mannequinat c'est de l'art, vous comprenez? Et en termes culturels, je cherche toujours des nouveautés et à ma façon aussi de promouvoir nos artistes. Et voilà. En tout cas, je vous en félicite. Et je pense que concernant cette politique culturelle qui prend une place exponentielle dans votre mandat, j'espère que vous avez plus d'un tour dans votre sac. Et qu'est-ce que vous nous réservez comme surprise pour la suite? Vous dites que c'est une surprise, justement. La surprise, je ne peux pas la révéler. On va un petit peu. On est en train de se diriger quelque part là. Et je verrai comment est-ce que je pourrais formuler ça. Une surprise pour qu'elle reste surprise. Ah ouais. Par contre, je vais la révéler bientôt. Ok. En tout cas, c'était un plaisir pour nous d'avoir eu cet entretien avec vous, madame. Et merci. Où est-ce que vous m'emmenez, ours blanc? C'est une surprise, justement. Vous aussi, vous me faites une surprise. Justement. De là, on est en train d'aller quelque part. Oui. Vous aussi, vous me faites une surprise. Ah oui. Mais vous allez découvrir très bientôt où nous allons. Mais concernant tous ceux qui nous suivent, un petit mot pour finir notre interview. Mais d'abord, j'ai une belle surprise de recevoir, ou en tout cas de rencontrer l'ours blanc, Yannick. Et c'est vraiment une personne que j'apprécie. Ça, c'est d'abord, je le découvre aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié parce qu'il est ouvert, il est direct et
il me fait oublier même qu'il est albinos. Hein? Alors, ce que je voulais d'abord dire, c'est de remercier toutes les personnes qui nous suivent et surtout qui suivent aussi Yannick sur ses réseaux et dans tout son travail. C'est de remercier et de donner toujours de la force à la culture congolaise d'abord et la culture en général. Car notre culture, nos artistes, nos ambassadeurs, c'est à nous de leur donner la force pour qu'ils aillent encore plus loin. Merci à vous. Grand merci à vous tous qui nous suivez et continuez de nous suivre. Je pense que nous n'en avons pas fini avec Madame la Ministre, mais pour notre entretien, on met une petite pause et on se retrouve très bientôt pour la suite. tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya ngasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Congo ne mboka Congo. Expliquez-moi un peu. Nous allons arriver au Kina Studio. Kina Studio, c'est une espèce de laboratoire qu'on a mis en place depuis 10 ans maintenant. Et nous sommes ici, ça fait presque 3 ans. Et 10 ans, pourquoi? Parce que à l'époque, j'habitais à Amsterdam. Je me suis décidé de retourner à Kinshasa pour mettre en place un projet, une espèce de laboratoire d'incubateur qui va accompagner les jeunes artistes contemporains pour se professionnaliser, en même temps de créer un réseau national ainsi qu'international. Et puis surtout des projets intra-africains. Okay. Et c'est une des raisons pour laquelle Kinar Studio existe. D'accord, ma surprise d'autant plus grande parce que comme vous dites Amsterdam, je ne Là, savais pas que vous étiez déjà. Oui, ça fait. Ouais, ça fait déjà un moment. Ça c'est. Il y a une bibliothèque, là, ça aide aux artistes qui viennent en résidence ici. Oh non, résidence, ça veut dire les lieux de travail. Les artistes viennent travailler. C'est un lieu de travail pour les artistes, donc ils viennent de travail. Mais ces derniers temps, on a, juste après les derniers projets qu'on a fait, on a bloqué tout comme on ne peut pas organiser des manifestations, on était obligé d'arrêter. Oui, le dernier c'était Liolo. Liolo, juste après Liolo, après Liolo, on a arrêté quoi. Ouais. Et donc j'aurais pas le plaisir de voir du coup mes œuvres. Vos œuvres. Oui, je peux vous. Il y en a. Ouais, il y a quelques. Là c'est vous. C'est moi aussi. C'est la photo d'une de mes œuvres. Ah ok. Ouais, mais qu'on a changé un peu la couleur. C'est une photo, c'est une œuvre que j'avais réalisée ici. Et donc j'aimais beaucoup l'œuvre. Et il y a l'histoire derrière. Je parle du roi, de prince Henri. Henri Ier du royaume Congo et de son voyage au Portugal et son retour au Congo. Et son retour, il était habillé en tenue qui était influencé par le 15e siècle, disons de la Renaissance à l'époque, surtout au Portugal. Et je voulais travailler aussi sur ces côtés aussi. Sa relation avec les Congo, avec l'Afrique, avec le côté animiste. Il y a eu un mariage entre la nature et son visage. Le visage, à la base, vous avez travaillé sur une photo? Non, le visage, oui. Je fais des photos, je photographie les gens et j'imprime, je découpe. Ouais, j'ai des modèles, je travaille avec des modèles où ils posent, je fais des photos et je commence à découper. Et cette fois-ci, le vêtement, c'était quoi? Les collages. C'est le collage de... Ouais, les collages, les images des magazines que j'ai trouvées au Maroc, des cartons marocains.
Et j'aime beaucoup ces cartons par rapport au côté textile et puis couleurs et autres qui représentent un peu la bourgeoisie, la classe à la marocaine, aussi à l'universel, que j'ai découpé et j'ai commencé à coller pour montrer aussi le côté un peu royal du prince Henri Ier. Vous avez appelé l'œuvre comment Henri Ier. Henri Ier, tout simplement. Oui, oui. Et je vois là, parce que je sais que vous faites du travail chez les collages, mais lorsque vous arrivez à nous reproduire comme... c'est avec les collages. Avec du collage. Oui, vous allez voir le travail qui est là, c'est avec l'effet de précision. Parce qu'une toile comme ça peut me prendre un mois. Je travaille jusqu'à les petits détails. Vous allez voir en vrai, c'est vraiment de petits détails. Cette grande partie fait partie, au moins j'ai utilisé au moins une trentaine de petits détails pour arriver là. Ouais. Oui, oui. Vous allez voir en vrai, c'est vraiment autre chose. Mais ça, c'est de l'art. Tout simplement de l'art. C'est de la redondance. Et c'est ce qui montre que Victoire est un virtuose. C'est ça. C'est aussi une mission qu'aujourd'hui, les artistes qui sont ici travaillent, la début que tu as enchaîné et puis échanger, discuter là-bas. Mais tout ça, on a fermé parce que c'est en travaux, on fait des travaux pour préparer notre résidence et aussi la ville. Plus que fermé, il y a des c'est le travail d'Aristote Mango qui est là. Il est en train de faire? Ouais. Il est en résidence. Oui, il est en résidence, on travaille avec lui. Et là, ce sont des pièces qu'il fait. Il prépare l'expo qui aura lieu au mois de novembre à Paris. ACA, la foire d'art contemporain d'ACA, à Paris. Au mois de novembre? Au mois de novembre. Et c'est comment son travail? C'est la laine? Oui, ce sont des fils. Oui, la laine, et puis aussi l'acrylique et les cotons. Avec du sang. Vous collez ou Ouais, j'ai fait du collage. pressé? Non, ouais, Du collage, il fait des tresses aussi, des tresses pour les couleurs. Pour les mélanges. Pour les mélanges des couleurs, oui, oui. Il fait des tresses pour les mélanges des couleurs. Et puis il met ça sur la toile. Ouais. Et il travaille avec des sacs, et des sacs comme ça. Et ça prend combien de temps comme ça? Ah, ça dépend. Ça prend moins 2 mois ou bien 3 mois de plus. Ah bon? Ouais, ça. Ouais, parce que ça, par exemple, ça a pris 3 mois. Je découvre à chaque fois que ça m'extrême. Au niveau de l'Afrique, c'est ça. Non. C'est bien passé. Ouais, au niveau de l'Afrique, on est vraiment haut, mais c'est juste, comme on n'a pas une politique culturelle qui accompagne tout ça, et ça fait vraiment un bon défaut. Ça fait un défaut où il y a les fuites de cerveau, dont les artistes ils préfèrent aller vivre ailleurs qu'au Congo parce qu'il n'y a pas ce genre de politique d'accompagnement. Mais quand même, avec le projet qu'on a mis ici, jusque-là, il n'y a pas eu de fuite. Hein. Jusque-là, oui. Ouais, les artistes sont allés à voyage et ils reviennent. Et vous savez, Suisse, New York, France, je ne sais pas, c'est très important. On doit pouvoir ensemble. Ouais. Nous, c'est vrai qu'il y a les autorités, mais avec aussi ce que vous êtes en train de faire, les artistes, et je dirais même vous aujourd'hui, comme mécène et en privé, il ne faut pas qu'on s'arrête juste à l'État. Il faut aussi que le privé prenne le relais. Vous voyez, en Occident, en Orient, c'est les mécènes. C'est des mécènes, ouais, c'est des privés. C'est des privés parce que, je peux dire en quelque sorte, c'est aussi une question d'éducation culturelle et artistique. Et là, c'est notre rôle. Ouais, parce que les privés, même l'État quand il décide, c'est un privé qui a cette culture de l'art. Et quand il arrive dans une place où il va décider, avec ses connaissances, avec cet amour, cette culture et cette éducation, et il va permettre même à des décisions, là où il y a des décisions, pour décider et favoriser
l'épanouissement, l'évolution et le développement culturel et artistique. Ça, c'est très important. Et là, c'est la raison pour laquelle dans notre projet du Congo Biennale, il y a une partie qu'on a pensée à la rééducation et sur les transmissions du savoir. Comment transmettre le savoir à des générations à venir, des générations plus jeunes. Et ça permet à ces jeunes qui sont étudiants, élèves à l'école, de comprendre un peu l'enjeu qui est dans l'art et comment l'art participe au développement. Peut participer au développement d'un pays, mais en même temps, au-delà de ça, comment le mot créativité est emprunté dans tous les domaines, au-delà des domaines de l'art. Et c'est très important d'apprendre aux jeunes la créativité, l'importance de l'esthétique et de l'art et de la culture en général dans la vie, dans notre société. Dans notre société, parce que on voit parfois un enfant, soit qui aime dessiner tout le temps, soit qui aime triturer ses papiers ou ses fils de fer. Parfois on dit, c'est vraiment comme une activité comme ça, passe-temps. Oh, il aime faire ça, lui là, mais arrête de faire ça et tout. Alors que parfois c'est là qu'on doit pousser l'enfant à s'exprimer. C'est le début d'une expression qui pourrait devenir plus tard une expression artistique. C'est ça, moi j'ai commencé. Où il y aura des œuvres qui vont apparaître et qui parlent, qui racontent sa vie, qui racontent le contexte où on vit. C'est une manière d'exprimer ce qu'on vit, ce qu'on ressent et ce qu'on comprend du monde. On le fait passer là, vous, par vous. Si vous m'expliquez votre œuvre, j'aurai comme toute une histoire. Alors que, c'est figé. Non, c'est pas figé. C'est pas figé. C'est une histoire là derrière. Ça vient de quelque part, c'est une sensibilité. Et ça, on doit le transmettre pour le faire comprendre aux enfants que c'est important qu'ils puissent exprimer leur ressenti à travers leur très jeune. Non, c'est très important parce qu'il y a des quoi à faire parce que l'art est là, même l'État peut beaucoup gagner derrière l'art parce que le cas de l'Afrique du Sud actuellement au Maroc, le Maroc aussi, donc l'Algérie qui fait entrer des millions derrière l'art. Avec les droits d'auteur, surtout les droits d'auteur, c'est ça qui permet à l'artiste de vivre. Nous devons organiser ça sérieusement. Parce que je vous dis, je suis tout à fait consciente que dans les autres pays, on parlait de l'Afrique du Sud, on parlera de la France, on parlera des États-Unis, mais parce que même une seule œuvre peut faire vivre un artiste. C'est ça. Nous, on vit de nos droits d'auteur parce que nous sommes enregistrés en France et chaque fois, même l'image est montrée à la télé. À la fin, après 3 mois, on te fait tous les calculs, tu as ton argent. C'est aussi simple que ça. Et alors, comment est-ce qu'on exploite que ce soit l'art plastique ou les peintures, la musique, on exploite ça tout le temps. Mais on n'a pas de retombées. Et que dire de toute l'Afrique? Parce que ce que vous faites, ça circule aussi. Ça circule. Ça circule. Et aujourd'hui, avec Internet aussi, les images qu'on met. Tout. Je prends une photo, je mets, c'est bien. Exactement. Mais c'est le droit à l'image. Les droits à l'image. Aujourd'hui, Google il fait le suivi des droits à l'image. Voilà, donc tout ça, nous devons organiser pour le pays. Et vraiment, j'espère que dans les préparations, dans le cadre de nos concertations qu'on va mettre en place avec le ministère de la Culture nationale, que ça va vraiment nous permettre à aider. C'est ça, on a besoin de ça. On a besoin de ça, sinon, à un moment, on va se fatiguer, on va se dire, ok, allons-y, habiter à New York. Je ne pense même pas, parce que vous aurez pu rester à Amsterdam. C'est ça. Oh là, vous êtes forte. Non, vous êtes forte là. Je défends mon L'amour du Congo, hein, l'amour du Congo, elle est très forte. Je pouvais rester à Amsterdam, je pouvais rester en France. Mais c'est surtout pour un artiste. Vous savez pourquoi? Parce que l'artiste exprime l'art. Un artiste n'exprime pas seulement ce qu'il voit. Il voit ce qu'il ressent à travers l'art. Ce qu'on dit, ce que l'œil m'entend, ce que l'oreille m'entend. C'est ça. Et comme c'est ce qu'il exprime, il y a des sources. Et ces sources-là, c'est ça. Et c'est ça que vous toujours. Oh là là, ça c'est fort.
Je vais vous faire visiter vite mon studio pour ne pas vous prendre. Parce que tout ça, c'est fermé. On ouvre ça d'ici là. Ah oui. Alexandre Toum, c'est un des artistes qui travaille avec nous aussi. Et lui, actuellement, il expose plus à New York que le Congo. Il a fait un peu les tours du monde, mais il est là. Il travaille. Il a commencé il y a longtemps aussi. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait? Je ne comprends rien. Vous voyez, comme je dis toute une histoire, quand tu vas commencer à expliquer ça, moi je vais dire, moi j'ai vu des morceaux de collés. C'est quoi? Une ville? Évidemment, c'est une ville, mais on travaille. Vous avez compris. On fait un lien entre la scarification et la cartographie. Et du coup, le pneu me rappelle la scarification. Ces symboles, ces traces qui étaient portées au corps. Et à travers les pneus, ça me rappelle cette question aussi. Il y a cette question aussi coloniale qui est à la fois liée. Et pour moi, je cherche maintenant à évoquer une certaine possibilité. Comment on peut parler de la migration, aussi des symboles qui, à travers ces symboles, il y a aussi ce processus de la cartographie. Et ces questions coloniales qui est liée au pneu et qui est liée aussi au caoutchouc du Congo avec Léopold. Parce que les gens ont été tellement massacrés juste pour avoir le caoutchouc, aller les pneus avec Michelin et tout l'industrie automobile. Ok. Bon, j'ai complété. Ce volet-là. Moi, je voulais poser la question et la relation au caoutchouc. Il n'y a pas d'hasard. Je comprenais pour... J'apprends que dans les œuvres, il n'y a jamais de hasard. Il n'y a pas d'hasard. Même le choix du matériel, c'est toujours lié à ce que je dis, ce qu'on a en soi et qu'on veut transmettre, qu'on veut matérialiser, on veut créer finalement. On est vous êtes des deux figures dans la création. Merci Alexandre. On va aller là où je me cache. Ça a l'air comme ça. Et vous êtes ici, vous allez tout ça. C'est quoi que vous dites? Ouais, tout ça, oui. Depuis 3 ans. 3 ans. Ça aussi, on travaille. On a des moi, personnellement, je n'ai pas de visite. Parce que je n'aime pas trop de visites. Donc, de là, c'est Non, c'est pas ça. Wow. Ça, c'est mon travail. Je vais juste enlever ça pour vous permettre de dire. Ça, par exemple, ça m'a pris déjà plus de 2 mois. Ok. Donc, c'est mélange photo, dessin. Ouais, tout ça. Et Ça, vous c'est voyez. collage. Ouais, j'ai photographié. On peut toucher. Ouais. J'ai photographié des tissus au marché au Maroc. Ah, vous J'ai commencez demandé- par les photos. Ouais, j'ai demandé, j'ai photographié et d'autres, j'ai mélangé avec d'autres que j'ai trouvés dans des magazines. Ça, par exemple, c'est dans des magazines. Tout ça, c'est des photos. C'est rouge ici, c'est des photos. Et que vous prenez des morceaux de tissu. Enfin, Je prends un tissu. le volet j'achète, de Maroc, par exemple, sur la photo. c'est ça. Ok. Ouais, et puis je commence à découper et je construis les photos comme ça. Et les visages, j'ai des modèles qui posent pour moi ça et j'ai posé un modèle à Goma quand je suis allé travailler à Goma. Et ces modèles-là, maintenant j'utilise ça pour dessiner et je commence à faire tout un travail. Parce que ça, c'est un travail que je fais sur la question de la représentation et de la perception de l'image d'un noir dans l'art contemporain, et précisément dans la peinture. J'essaie de faire un parallélisme entre la peinture de la Renaissance italienne, le baroque et tout, et comment ils représentaient les Noirs dans toutes ces peintures. Les Noirs avaient une position d'esclave, d'un travailleur. Et ici, dans mon travail, les Noirs, l'Africain, les Noirs en général, a une position d'une personne qui est en pleine sublime, une force, de l'énergie, la beauté, la royauté.
Et c'est ce que je présente dans mon travail. Et cette relation-là, aussi cette décision de comment nous présenter ou représenter aujourd'hui et comment les autres vont nous percevoir. Et c'est vraiment cette question-là qui est une question des règles de bousculer ces stéréotypes un peu coloniales par rapport à ce qui se fait aujourd'hui et qu'est-ce que nous, on aimerait bien être et où est notre place. Et dans cette série, je travaille sur toutes les femmes qui ont marqué sur l'histoire générale des Afriques. Et ça veut dire l'Afrique, les Caraïbes, l'Amérique, partout là où il y a les Noirs. Et c'est des Noirs qui ont marqué dans l'histoire, en général, ce sont des femmes qui ont marqué, qui se sont battues pour libérer leurs frères dans l'esclavagisme. Et là, c'est une histoire d'une femme qui est partie, Lisa Marin, qui est partie au Brésil. Et on l'a pris par force, elle venait d'une famille royale pour l'amener comme esclave en Amérique. Et du coup, comme elle faisait partie de cette famille, elle avait des mystiques en elle, elle s'est libérée. Elle s'est libérée grâce à ces mystiques et tout. Et elle a essayé d'amener 3 mouvements de révolte au Brésil pour libérer d'autres Noirs. Et dont une grande partie des Noirs qui étaient libérés. Et si vous allez au Brésil, il y a une ville qu'on appelle, là où il y a plus la communauté noire. Et cette ville a été libérée grâce à la jumelle de Lisa Marin qui a quitté l'Afrique. Lisa Marin. Qui a quitté l'Afrique pour aller chercher sa sœur. Elle a pu retrouver sa sœur et elle avait ramené de l'or avec elle. Les vendredis, quand on vendait des esclaves, elle s'est décidée d'acheter tous ces esclaves en échange avec de l'or. Wow. Et tous ces esclaves étaient libres et du coup, ils sont allés vivre dans une ville au Brésil, là où il y a plus de communautés noires. Et j'ai fait vraiment tout un travail sur l'histoire, dont un autre qui venait du royaume Congo, qui est devenu roi, dans un espace, dans une des provinces au Brésil, parce qu'ils ont fait une rébellion, ils ont gagné l'espace, ils ont fui, ils se sont libérés, et lui, il était comme le chef. Là, je lis encore, je n'ai pas fini de lire ça. J'ai fait des recherches avec des historiens, des anthropologues et tout. Et là, je viens de tomber sur un document quand je suis allé dernièrement aux États-Unis, un document qui date des années, je ne sais pas, 13e siècle, 14e, 15e siècle, avec les listes des esclaves et leur vrai nom du départ. Il y a tout. Et ces documents, j'ai eu ça grâce à un professeur d'histoire qui travaille avec l'UNESCO et le prof Eli Yambokolo sur les histoires générales des Afriques. Et là, il parle de tous ces détails. Ils ont fait déjà 9 tomes, et dont j'ai commandé le 8 premiers tomes qui n'est pas encore arrivé. Mais je sais que je ne vais pas finir les lire aujourd'hui. Mais là, je travaille sur tous ces personnages et tout. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Donc là, on a une aristocrate, oui. quelque part. Oui, oui. La qualité des tissus, oui. parce que vous ne choisissez pas par hasard. Pas par hasard. Même si ces modèles-là, les photos que vous prenez. Oui. Et puis, on a ce rappel sur la tête, comme on a vu là-bas. C'est ça. De la nature. De la nature. Il y a toujours ces liens-là. Ce lien qui nous renvoie vers les souffles des ancêtres, en quelque sorte. C'est ça avec tous ces esprits, l'animisme et tout, l'appartenance à... Mais en même temps, vous créez une diversité de culture. Ouais, c'est vraiment les mélanges parce que de culture. Même tout ça, c'est vraiment ça. L'âme de toutes les femmes. Toutes les femmes, il y a des visages à l'intérieur et tout. Je découpe des visages, de bouches, des yeux que j'essaie un peu de coller pour dire qu'elle n'est pas seule, il y a d'autres personnes qui sont derrière. Ok. Et de l'autre côté, c'est The Last King of Congo, the Congo Kingdom. C'est les derniers rois du royaume Congo. Et les derniers rois du royaume Congo, c'est celui qui a été arrêté, amené au Portugal. Il était décédé là-bas et enterré là-bas. Voilà, il était aussi enterré là-bas. Et là, j'ai essayé, il était jeune, c'est un jeune roi. Et j'ai essayé de refaire un peu pourquoi il est mort là-bas, parce qu'il voulait, quand il retournait dans les bateaux, et il a gardé tous les secrets, comme il était aussi intelligent, fort, et ils avaient peur quand il retourne, il ne pouvait pas gérer
les royaumes, les prendre et les coloniser comme tels. Et ils étaient obligés de le tuer, on l'a tué, puis on l'a enterré. En principe, il aurait dû revenir. Ouais, en principe, il aurait dû. Pourquoi vous situez la nature sur la tête? Sur la tête, dans la région frontale. Ouais, sur la tête, parce que c'est là où se passe tout, dans la tête. Je ne peux pas mettre dans les doigts ou la main ou le pied. Un autre artiste pourrait. Oui, il pourrait parce que moi, par rapport à Vitua. c'est ça, parce que pour moi, les centres d'intérêt dans mon travail, premièrement, c'est l'homme. Et la tête, c'est là où il y a tout. Il y a les cerveaux, la réflexion, l'écoute, les yeux pour voir, la bouche pour parler. C'est vraiment un centre très très important qui commande le reste du corps. Et là, ces centres... L'homme le centre. Ouais, même dans la neutralité de la couleur autour. Oui. Que vous mettez, le bleu. Ouais, le bleu, c'est... Il n'y a rien que vous rajoutez, c'est juste l'homme. Tout est là, l'homme, parce que je ne vais pas... mais l'homme charge. Oui, charger. Je ne vais pas charger avec le fond, parce que l'homme est déjà chargé. L'homme est chargé. Avec son histoire, avec les images, tout. Ouais. Et le fond reste net. Et le choix des couleurs aussi, c'est des couleurs un peu royales. C'est du bleu métallique, du vert métallique, que vous allez retrouver du côté métallique dans mon travail. Et ça aussi, ça fait partie de notre travail, toujours dans le même volet. Et c'est pareil avec un des premières séries qui est appelé The Queen Reg. C'est la reine Reg du royaume Lunda. Et vous allez voir, c'est aussi... c'est une mère symbolique du royaume Lunda parce que c'est elle qui a créé cet empire, quoi. J'aimerais bien dire empire parce que c'était grand. Et c'est elle qui est allée au Bandundu, en Angola, jusqu'à une grande partie, une partie du Kasaï, c'est parti au Katanga, une partie c'est allé jusqu'à, après ils sont allés jusqu'en Éthiopie. Et du coup, pour symboliser cette mer, vous allez voir, le plan revient toujours. Ouais, j'ai essayé de faire ce travail que j'ai présenté. Ça, c'était l'expo l'exposition. Ça, c'était l'exposition panafricaine. Panafricaine qui fait les tours itinérantes. Ça, c'était en Côte d'Ivoire. Au mois de mars, juste pendant que la Covid commençait, on était là-bas. Il y avait aussi le festival. J'étais là au festival. Ah ouais, vous étiez là, c'est vrai. J'écoutais parler. Vous étiez là. J'étais là-bas, oui. Ah ouais, on était là avec Chéri Samba, Fredin Simba, nous trois, pour représenter le Congo. Okay. Ça, c'est le premier livre que j'ai édité pour ce que nous sommes en train de faire en 2017. Il y a les deuxièmes. Mais j'ai vu ça quelque part. Ouais, quand je suis venu, j'ai laissé un livre. Je vous ai laissé un livre. C'est ça. Et ça, c'est les premiers artistes que j'ai. Bon, j'ai coaché à l'international. J'ai coaché à l'international. Et là, on a écrit sur le deuxième livre qui vient de sortir. Et 222 pages anglais-français. On a fait 2000 exemplaires qui sera inauguré. On va faire un petit vernissage ici entre le mois d'août et septembre. Finalement, il y a ce côté où, je dirais, les artistes, peut-être pas tous, mais se débrouillent et avancent et ne s'arrêtent pas. Et l'important, c'est surtout de vous faire comprendre, on doit travailler ensemble pour voir comment nous vous accompagnons. Parce que l'idée, ce n'est pas de vous faire des personnes dépendantes, c'est pas ça l'idée, n'importe où, même dans le monde, ce n'est pas le cas, mais vraiment mettre sur les politiques d'accompagnement pour promouvoir, pour mettre vraiment cet art et notre culture de manière générale en lumière. De plus en plus, parce que le rayonnement, il est forcé de se faire. De plus en plus, on entend parler des artistes congolais de la RDC, de plus en plus. On tient le pavé haut, ça je peux le dire fièrement, et sans me tromper. Et ça serait encore bien si vous avez cette attention. Ouais, on a besoin de vous, parce que là on a les Congo Biennale qui aura lieu, qui devait avoir lieu au mois de septembre, mais là on a reporté pour l'année prochaine. On va inviter au total plus de 200 artistes qui vont venir. Et la Biennale sera ici, c'est dans le... Ici, l'Institut français, tous les liens culturels qui sont à Kinshasa. Bilembo, l'Académie des Beaux-Arts, l'Institut français, on prend tout l'Institut français. Il y a tous les centres qui sont à Kinshasa et puis l'espace public. Donc c'est reporté à septembre, c'est fini. Ça sera août-septembre 2022. Ça sera 2022, mais c'est une biennale,
Vous l'avez changé la date, du coup ça sera... Ouais, on va décaler 2023. D'accord. Et du coup, comme on a décalé, on va quand même inviter des artistes en résidence. C'est mois fin août, début septembre, il y a des artistes qui viennent de la Martinique et de la Guadeloupe. Parce que les titres, c'est Les souffles et les ancêtres, tirés des poèmes d'Irando Diop, Les souffles. Et pour évoquer un peu ces retours vers les ancêtres, vers ce qu'on a oublié, cette déconnexion. Et pour faire cette connexion, on devait inviter la diaspora africaine. Les Antilles, disons les Caraïbes, l'Amérique, les Noirs américains et d'autres Noirs qui vivent en Belgique, en France et partout. De venir fêter ces souffles des ancêtres ici au Congo. Pourquoi aussi au Congo? Parce que nous sommes au Congo et le Congo c'est le centre de l'Afrique, c'est même les centres de ces vrais souffles. Si on voit par exemple à Atlanta, il y a une grande communauté de Noirs qui vient vraiment du Congo. Et du coup, on a fait le choix d'un curateur d'Atlanta et une franco-burkinabé pour curater la biennale. Et nous invitons la curatrice, la première curatrice noire de Eagle Museum of Atlanta que j'ai rencontrée dernièrement quand j'étais aux États-Unis. Elle va venir ici pour faire un projet, mais après c'est ramener un grand projet de collaboration pour présenter les artistes congolais en dialogue avec la collection congolaise qui est dans le musée d'Atlanta en 2023. Ouais, au-delà de ça, pour la Martinique, Guadeloupe et la Colombie, les Jamaïques, et ils viennent ici, mais au retour, les artistes congolais doivent partir. Par exemple, pour la Martinique et la Guadeloupe, on a trouvé le financement pour 3 ans. Pour que les artistes congolais puissent aller dans les Caraïbes et eux aussi puissent venir ici et travailler. Et ça va se faire pendant 3 ans. Et pour la Colombie, on vient de trouver un partenaire qui va soutenir, je ne peux pas citer son nom ici, c'est un Congolais qui vit en Colombie. Et du coup, il veut vraiment soutenir cet échange. Et c'est vraiment cette idée de voir comment on peut se décider nous-mêmes de montrer ce qu'on fait. D'habitude, c'est la France qui nous montre la Belgique. Et comment on peut se décider. Et comment nous-mêmes, on doit aussi écrire ce qu'on fait. Voilà. C'est la raison d'être de ces catalogues, les deuxièmes et les troisièmes. Votre histoire, oui, à chaque fois. On écrit tout ce qu'on fait. Que ce soit les autres qui écrivent. Vous allez voir, même la conception des catalogues, c'est des Congolais. L'écriture, les gens que j'ai invités aussi d'apporter, c'est des Congolais. Moi-même, j'ai écrit les bases même. Et les photos faites par les Congolais et tout, c'est par des Congolais. Voilà. Ça peut être de la diaspora ou d'ici, mais de montrer que nous sommes capables, on peut faire des fois mieux que tous les autres. Parce que notre histoire, on les connaît nous-mêmes mieux que les autres. C'est mieux de travailler sur ça. Et là, ces derniers temps, je travaille plus dans les kératines, l'écriture, la présentation intellectuelle des expositions. Madame, comment vous avez trouvé votre entretien avec M. Vichois? Productif, prolifique. Monsieur Vichois a un grand défaut. Et lequel? Que je partage. Il parle beaucoup. Ça, je savais. Tout le monde me dit ça. Mais attention, il parle utile. Exactement. Et alors du coup, comme nous sommes des créateurs, je me mets là-dedans aussi. Vous savez comment mon cerveau fonctionne. Hein? C'est ça. Du coup, on crée. C'est ça. C'est cette émulation. Un virtueux. Voilà. Merci Vous beaucoup. faites passer ça. Moi, ce que j'aime faire, c'est que seul on ne peut rien, on doit agir ensemble. C'est ça. C'est ça. Dites-moi, tu m'accompagnes? On va donc, on a fait le tour. Ça, c'est les dépôts. Là-bas aussi, c'est les dépôts. Toutes les œuvres, on emballe, on garde dans les dépôts. Et puis d'autres choses, on a tellement beaucoup de bazar. On ramène des choses là-bas, des chaises et tout. Et pendant 3 ans, vous vivez quasiment comme dans un chantier. C'est vraiment ça parce que on vit ici, on vit temporairement. Parce que notre vrai projet va se passer à Malou. C'est là où on donne tout. Parce qu'ici, nous sommes des passages. Et on vit vraiment comme on était dans un chantier. D'accord. Et là-bas, on peut vraiment investir parce que ça reste. Oui. J'ai 2 hectares.
Et du coup, il y aura des logements pour les artistes qui viennent d'ailleurs, ils peuvent loger là-bas. Et il y aura des expositions. Et il y a des restaurants. Et j'ai commencé déjà avec des ateliers. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et puis, il y a un deuxième qui est vers le Bas-Congo. Et vers le Bas-Congo, c'est plutôt des plantations qui vont aider à financer notre projet. Oui. Ça veut dire qu'il y a des plantations, des légumes, autres et tout. Et à long terme, c'est pour que ça arrive à financer, qu'on soit plus sûr que nous. En tout cas, tu as Ok, merci beaucoup. Déjà que voilà, les bonnes choses ne font pas. Je pense que l'essentiel pour moi c'était de faire la surprise, de faire ce pont, parce que culturellement on a besoin d'être construit. Il faudrait que notre culture puisse se développer à une vitesse exponentielle. On nous a toujours dit que nous étions le berceau de la culture africaine. On doit regagner ce siège. Merci Victoire. Et moi je veux être cette creuseuse d'or. Si on dit creuseuse. Parce que pour moi c'est la seule chose. Il y a Florent Pagny qui avait chanté La liberté de penser. C'est ça. Et cette liberté de penser, aucun colon ne peut nous. Ah ouais, Aucun néocolonialiste. Aucun. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment en tirer une grande leçon. Merci à vous. Merci à vous. Okay. tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya bankoko